Conseil de l'Europe nous a influencés par rapport à son concept de cohésion sociale que nous avons importé en région wallonne pour en faire un objectif politique. Pour ce qui concerne la région wallonne, cet objectif de cohésion sociale se traduit à la fois au niveau régional et au niveau local. Alors ce que nous avons fait, nous avons proposé aux communes d'abord d'adhérer au dispositif et puis d'élaborer sur base d'un indicateur qui a été mis au point par notre Institut Wallon de la Statistique, un indicateur d'accès aux droits fondamentaux, d'élaborer un diagnostic et puis un plan d'action cohérent. L'indicateur d'accès aux droits fondamentaux est intéressant, c'est différent de ce que disait Samuel, donc ça c'est un indicateur wallon, mais qui permet de classer les communes wallonnes en fonction de la manière dont les droits fondamentaux sont rencontrés sur leur territoire. Depuis 2009, 147 communes sur les 253 communes de langue française se sont inscrites ont déposé un plan de cohésion sociale. Ce plan de cohésion sociale, il faut le comprendre comme un outil qui vient mettre du lien, qui vient amener le ciment entre les briques de ce que les pouvoirs locaux font déjà, des politiques structurelles qui sont déjà financées. L'avantage de ce plan, c'est d'abord qu'il met ensemble tous les acteurs locaux dans un ensemble cohérent, avec un objectif qui est clair, une finalité, qui est la cohésion sociale et la promotion de l'accès des droits fondamentaux pour tous au niveau local. On a élaboré le premier rapport d'activité. Il représente 32 millions d'euros par an. Il nous permet de créer 700 emplois. Enfin, énormément d'actions différentes. On est à plus de 1600 actions. Le plan, il doit rester un outil souple qui doit répondre aux réels besoins du territoire. Il y a un indicateur synthétique qui est composé d'un indicateur par droit fondamental, donc 6 indicateurs, et d'un 7e indicateur qui est un indicateur de facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion sociale. Et donc ces 7 indicateurs sont composés de 18 variables, si je ne me trompe pas, et donc elles se déclinent si vous voulez, mais l'intérêt c'est qu'on a à la fois accès à l'indicateur synthétique qui permet de classifier, donc la moyenne régionale étant à 0, les communes les plus en difficulté étant en positif et les communes les plus avantagées étant en négatif, mais la commune a aussi connaissance de l'indicateur pour chacun de ses droits. Et donc vous verrez, nous avons un site qui est cohésion sociale en un mot, sans accent, .wallonie.be. Ces indicateurs sont repris sur le site, ils sont d'ailleurs déclinés. Vous avez aussi des radars qui sont des petits diagrammes qui montrent en fait par rapport à c'est dommage, j'ai pas pris, qui montrent par rapport à la moyenne régionale où se situe la commune dans un diagramme. Et tout de suite, on voit si c'est le droit au logement, le droit à l'emploi, le droit à la formation qui est le plus en difficulté ou pas. Et donc c'est facile, c'est d'une lecture simple pour les communes. Ce sont des choses qu'elles savaient peut-être, mais qui sont objectivées dans un indicateur. Il y a quelques années, avant le contrat urbain de cohésion sociale, il y avait quelque chose qui s'appelait le contrat de ville en agglomération, qui réunissait dans un partenariat local l'État, la région, le département, l'agglomération, les villes, justement avec le souci de faire émerger une stratégie locale intégrée. C'était voilà, il y a quelques années, et je me dis que cette journée, en prenant appui sur ce qui se fait par exemple en Wallonie, doit nous donner des perspectives pour la suite. Oui, je voudrais juste apporter quelques réactions. Moi, je suis extrêmement séduit par les 2 présentations qui ont été faites, qui en plus se complètent extrêmement bien. Je pense que les indicateurs donc en Wallonie, vous me détromperez après si je me trompe, sont bien dans le cadre de la grille, hein, appelons-la comme ça, c'est peut-être pas le mot, proposée par le Conseil de l'Europe. Et il me semble que ce qui est le plus intéressant dans ce qui est évoqué, c'est qu'on part d'une démarche de diagnostic et puis une démarche de suivi. Donc ce n'est pas simplement un diagnostic qui est figé dans le temps, qui repose sur une démarche ascendante, partant de ce que les gens veulent, hein, pour eux-mêmes, plutôt que
de penser à leur place. Hein. Et je trouvais très intéressant à ce sujet que, au-delà de la présentation de M. Thirion, en Wallonie, vous aviez articulé ces indicateurs avec la notion de droits fondamentaux, qui me paraît encore plus mettre l'accent sur la personne et ce qui doit être pris en compte comme essentiel, comme appartenant à une commune société. Mais vous avez évoqué tout de même la difficulté, finalement, que cette mobilisation touche tous les niveaux. Vous avez indiqué qu'il y avait une forte implication des associations, mais que vous étiez encore un peu sur votre fin, sur une plus grande mobilisation, un plus grand partage avec l'ensemble des citoyens, et aussi le relais par les communes. Et ma question à ce sujet, c'est qu'on voit bien que sur cette problématique de l'inclusion active, on se heurte dès le départ face justement à un cloisonnement qui n'est pas seulement celui des dispositifs, qui est aussi celui des cultures, entre professionnels, entre appartenances diverses pour l'ensemble des personnes concernées. Comment faire que ces données sont réellement partagées, font l'objet d'un échange, d'un dialogue, parce qu'on se rend compte que chacun s'abrite derrière son propre vocabulaire, derrière ses propres stéréotypes, hein, ce qui entretient la méfiance ou la défiance. Comment tout ça arrive à irriguer finalement une mise en dynamique commune où chacun finalement se comprend et se sent compris? Vaste question. Une chose que je n'ai pas précisée, c'est par rapport aux indicateurs de bien-être développés par le Conseil de l'Europe. Donc j'ai parlé de l'indicateur qui permet, l'indicateur d'accès aux droits fondamentaux. Le travail, l'expérience qui est menée avec le Conseil de l'Europe sur les indicateurs de bien-être a été expliqué par Samuel, mais n'est développé que dans 15 communes sur nos 147 communes. Donc ce sont des communes qui étaient candidates, toutes ont été sollicitées, toutes les communes, y compris les communes qui n'ont pas de plan de cohésion sociale, mais 15 communes ont émergé, ont décidé d'embrayer dans cette expérience, et cette expérience est extrêmement intéressante, mais elle est encore au stade d'expérience. Et donc nous avons, certains pourraient dire, idéalement, il aurait fallu commencer par construire les indicateurs avec les citoyens avant de construire les plans d'action. Nous avons construit d'abord le cadre juridique, et puis solliciter les acteurs locaux pour élaborer un diagnostic avec leur connaissance du terrain et, si possible, avec certains citoyens ou des associations représentatives des citoyens. Donc, c'est un démarrage. Mais ce qui nous intéresse au-delà de ça, au travers de l'expérience notamment, enfin il y a beaucoup d'intérêts, mais divergents je dirais, mais pour moi qui coordonne des plans d'action, mon intérêt c'est d'élargir le processus aux autres communes de manière à pouvoir construire les prochains plans sur cette base-ci. Donc ça, c'est mon intérêt. Évidemment, pour les statistiques, il y a d'autres intérêts, c'est construire des indicateurs qui soient des indicateurs, moi j'appellerais ça de déprivation immatérielle, parce que c'est en fait, enfin je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment, ce sont des indicateurs qui ne sont pas, c'est très complémentaire avec ce que Antoine Saint-Denis disait en ce qui concerne les trois dimensions, les trois indicateurs choisis dans la stratégie UE 2020, c'est que là on a un indicateur de déprivation matérielle, ici on a des indicateurs de déprivation immatérielle. Finalement c'est qu'est-ce que le mal-être, qu'est-ce que le bien-être, avec une série de critères. Donc pour répondre à votre question, comment mobiliser les citoyens, eh bien on s'est rendu compte que dans le cadre de l'expérience qui est menée avec le Conseil de l'Europe, l'expérience elle-même construisait de la cohésion sociale et de la mobilisation. Et donc, la question que nous nous posons aujourd'hui, on n'a pas encore tranché, comme l'expérience avec les 15 communes n'est pas encore terminée, on ne sait pas encore comment on va l'étendre aux autres. Est-ce qu'on va l'étendre en exposant les résultats de l'expérience et en sollicitant l'adhésion ou les corrections des autres communes, ou est-ce qu'on va demander aux autres communes
de co-construire avec les citoyens de la même manière. Et moi, je n'ai pas encore d'avis tranché parce que d'un côté, on va gagner du temps si on livre les résultats de l'expérience et sans devoir refaire le travail, mais d'un autre côté, on va y perdre en qualité d'implication des citoyens. Donc je ne sais pas, ce n'est pas encore tranché. Voilà, alors comment faire construire une culture commune, mais je pense qu'il y a... Ce qui est important, c'est d'avoir une finalité connue. C'est ce que vous disiez, Monsieur Saint-Denis, par rapport à la bonne gouvernance. C'est vraiment ça. C'est ces 3 points. Leadership clairement attribué à un des acteurs, consensus sur les objectifs entre les acteurs et concertation permanente entre les acteurs. C'est ça qu'on doit essayer de mettre en œuvre au mieux pour assurer la mobilisation de tous autour d'un plan commun.